Ok, t'as même le café, Ah oui, tout va bien. j'ai même le café. Merci beaucoup. Bonjour Thierry. Bonjour Clément, Tu salut. vas bien? Ça va très très bien, je te remercie. C'est un plaisir de te recroiser. On s'était déjà croisé en début d'année au FIBD. Mhm. Et là, je suis donc dans les locaux de Delcourt, dans ton bureau exactement. Oh oui, bienvenue dans l'antre. Ouais, c'est magnifique. Bah oui, on est entouré de matériaux de base en fait, hein. Pas mal de comics US bien sûr, des ouvrages un peu de tous les côtés, du matériel de travail on va dire, et puis bien sûr les archives avec l'ensemble des ouvrages qui sont toujours au catalogue à l'heure actuelle. Tout à fait. Donc, je te remercie de m'avoir ouvert les portes de Delcourt. Plaisir. On est ensemble aujourd'hui. On remet le couvert, si je puis dire, pour parler un petit peu des objectifs et des perspectives 2025, des nouveautés 2025 au calendrier. Mais si tu me permets, moi j'aimerais bien commencer par une petite rétrospective de l'année 2024, qui je pense, à l'heure où on tourne, on est au mois de septembre, calendrier bouclé 2024 pour vous. Ah oui, complètement, oui, puisqu'on est même, comme je l'évoquais en off tout à l'heure, d'ores et déjà en train de présenter aux représentants qui vont commencer à tourner auprès des libraires le programme du tout début d'année 2025, à savoir janvier, février, mars. Donc pour nous, oui, bien sûr, tout est déjà lancé, ça y est, on est en train de finir de lancer les impressions des ouvrages de la fin d'année. Donc voilà, c'est un retour de vacances qui est très studieux. Nous aussi, on est à notre rentrée des classes, entre guillemets. Oui. Et c'est très très chouette. Et avec une année 2024 qui, dans l'ensemble, s'est extrêmement bien passée, puisque on va dire que quand on s'est rencontrés il y a un peu moins d'un an, Ouais, janvier, fin janvier, fait FIBD. c'est ça, FIBD. Bon, on avait d'ores et déjà pris un certain nombre de résolutions qui consistaient à publier peut-être un peu moins d'ouvrages, mais de leur accorder plus d'attention, de facto. Tout à fait. Ce qui s'avère, et on en discutait encore avec la responsable, l'attachée de presse, responsable presse ici chez nous, s'avère intéressant puisque ça permet de remettre en lumière en fait des ouvrages qui peut-être n'avaient pas bénéficié d'une couverture qu'on peut toujours estimer insuffisante. Hein. Quand on est éditeur, on aimerait bien que nos bouquins soient tous vus et mis en avant. Et puis nous, ça nous permet de vraiment passer beaucoup plus de temps qualitativement sur chaque ouvrage. Donc c'est satisfaisant à la fois sur la qualité du travail que l'on peut fournir, espérons sur la qualité des ouvrages qui est présenté au lecteur, et puis de donner parfois aussi une seconde chance. Alors tu évoquais aussi en off tout à l'heure Lord Baltimore. Moi je suis vraiment ravi de mettre en avant à nouveau cette série qui est sortie il y a près d'une dizaine d'années, finalement. Bon, qui a vécu sa vie. Et puis on se rend compte que le programme d'intégral que l'on met en place est payant, puisque là on a une deuxième chance de faire une première bonne impression, C'est vrai. sans jeu de mots avec le domaine de l'édition bien sûr. Mais en l'occurrence c'est vrai que je suis vraiment ravi de voir que tout un nouveau public va découvrir cette œuvre co-créé par Mike Mignola, puisque c'est issu au départ d'une série de romans qu'il a coécrit avec Christopher Golden, et puis qu'il a eu le bonheur, auquel ils ont eu le bonheur d'attacher un auteur, un dessinateur vraiment de tout premier plan, que nous on suit, que je suis particulièrement depuis plus d'une dizaine d'années, c'est Ben Steinbeck, dessinateur de tous les premiers albums de cette série. Et puis c'est un petit peu le mois de Ben Steinbeck, puisqu'on sort aussi sa première œuvre en tant qu'auteur complet qui s'appelle Poussière d'os. Voilà, donc qui est également un récit post-apo, certes plein de violence et de fureur, mais aussi de réflexion sur la condition humaine. Et je suis vraiment super super content du retour que l'on peut avoir de la part des lecteurs d'une part, et puis des personnes qui, comme toi, s'intéressent un peu à notre production, quoi. Oui, puis c'est vrai que moi j'ai présenté Lord Baltimore, je l'ai lu, j'ai pas honte de le dire, hein, je l'ai lu en numérique, mais et je compte l'acheter parce que j'ai été conquis par l'œuvre. Alors d'une part, c'est vrai que les questions que se posent beaucoup les gens, c'est notamment le fait que est-ce que c'est rattaché à Hellboy ? Non, ça fait partie du Mignolaverse, mais ce n'est pas rattaché à Hellboy. De deux, je trouve que c'est quand même assez différent dans le sens où Hellboy, on est plutôt sur une partie un peu Cthulhu, je dirais. Là où Lord Baltimore, moi j'ai plus analysé ça comme du mythe et du légende, avec du vampire, de la sorcière, du loup-garou, etc. Avec Mignola, on n'est jamais très loin on n'est jamais monstres, très loin. Des mais moi j'adore ça, tout ce qui est monstres et créatures. Et puis surtout, je crois que ça va être en 2 intégrales, ce Lord Baltimore. Ça fait fait en 2 intégrales. 2 intégrales. Oui, il y aura 2 volumes à cette intégrale. On a choisi de regrouper l'équivalent de 4 albums, des récits de 4 albums par intégrale. Là aussi, c'est des formats à forte pagination. On n'est pas loin de 600 pages, je crois, sur le premier volume, autant sur le second à venir, qui va arriver très rapidement, puisqu'il sera sur le début du second. Voilà, il est déjà programmé, je crois qu'il sera sur mai, en l'occurrence 2025. Et c'est vraiment un vrai plaisir de pouvoir donner, comme je disais tout à l'heure, une seconde chance à des œuvres comme ça, auxquelles on croit depuis le début.
Et puis, on se rend compte qu'avec le temps, il faut trouver parfois la bonne fenêtre de tir, on va dire. Et puis là, ça semble être le cas, et le bon format, et voilà, ce genre de choses. Donc, vraiment ravi. Ouais. Parfois d'un coup de cœur. Oui, parfois d'un coup de cœur, et puis après, encore une fois, on en revient à des choses qu'on sait probablement 10 sous d'autres formes au mois de janvier, mais il n'y a pas de recette, en fait, parce que si on y avait une recette, on la connaîtrait à force, et puis on tenterait de l'appliquer, et puis parfois, voilà, ça marche, parfois ça marche pas, parfois ça doit être très bon, mais c'est pas le bon moment. Et puis là, oui, Lord Baltimore, enfin, voilà, ça se fait connaître comme ça doit l'être à mon avis, et j'en suis positivement ravi. Ouais. Alors, je comptais quand même revenir au début de cette année 2024, parce que le grand événement du début d'année 2024, c'est le Festival de la BD où on s'est vu, et où Delcourt d'ailleurs se positionne avec un stand immense, magnifique, qui est le plus gros du festival d'ailleurs. C'est pas un concours. Hein. Non, mais on est d'accord. Ce Festival de la BD, c'est le moment pour toi et pour Delcourt plutôt en réalité de remporter le Fauve d'Or, le prix du meilleur album pour Daniel Clove avec Monica. Avec Monica, ouais. On peut dire que c'est une année qui commence plutôt bien en 2024. Ah, ça a commencé plutôt en fanfare, à la fois pour Delcourt en général et puis pour la partie bande dessinée américaine. Alors moi je suis toujours pour rendre à César ce qui lui appartient, et en l'occurrence c'est pas moi qui ai travaillé sur l'édition de Monica, même si c'est de la bande dessinée américaine, c'est Vincent Bernière et les équipes ici en interne qui ont porté ce récit et l'ensemble du catalogue Daniel Close. Et c'est vrai que c'est bien de mettre en lumière en fait ce genre d'ouvrage, ce genre d'auteur, qui n'est pas le seul, hein, puisqu'au catalogue on compte déjà dans ce même registre des gens comme Chris Ware ou comme Charles Burns, et c'est vraiment super de débuter une année de cette manière-là, quoi, en fait. Et puis de mon côté, j'ai pu accompagner ça avec la conclusion de la trilogie Berserker, par exemple, et c'est pas fini, puisque du Berserker on en aura aussi. Oui, j'ai vu qu'il va y avoir des spin-offs. Il y a des spin-offs, il y a également une nouvelle qui nous a été confirmée là, en cours d'année, qui était le retour de l'équipe d'origine, à savoir Ken Reeves, Matt Kind au scénario, et puis Ron Garnet au dessin, sur une deuxième trilogie, en fait. D'accord. Donc il n'abandonne pas B, ce personnage un peu particulier, à la fois effectivement dans ses récits principaux, et puis dans des spin-offs, comme celui qu'on va présenter, qui s'appelle Bloodlines, au mois d'octobre, voilà, tout à fait. et qui sera lui-même suivi d'un autre one-shot hors série courant d'année 2025. Voilà. Ce Fauve d'Or, qui est le deuxième chez Delcourt, il me semble. Oui, il y en a peut-être un peu plus que ça, mais on va pas... J'en ai trouvé que 2 dans les archives, mais bon. Il représente quoi pour toi ? Est-ce que d'une certaine manière, c'est la reconnaissance de l'existence de la BD américaine aux yeux de la plus grande messe de la BD française, en fait ? Oui et non, parce que personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal à faire le distinguo entre BD américaine, manga. Pour moi, c'est de la bande dessinée, c'est du récit raconté de manière séquentielle. Aujourd'hui, on aime bien, parce qu'on est en France, hein, on aime bien mettre des étiquettes, coller des étiquettes absolument sur tout, et on aime bien segmenter les choses là où ça n'aurait pas forcément nécessité de l'être. Et puis je dirais que l'évolution de la bande dessinée américaine en général, elle suit une évolution mondiale de la bande dessinée, à savoir que les styles sont un petit peu hybrides dorénavant. On a ce que je continue à qualifier de fusion qui est portée par les auteurs eux-mêmes, hein, puisqu'il faut savoir que chaque auteur dans chaque pays ou sur chaque marché, appelons-les comme ça, se nourrit de ce qui se passe aussi sur les marchés à l'étranger. Ça veut dire que des auteurs américains regardent depuis des années ce qui se passe en BD franco-belge. Beaucoup, moi, d'amis auteurs de BD franco-belge se nourrissent et nourrissent leur créativité aussi bien de manga que de comics. À savoir de BD américaine, hein, parce que encore une fois ce ne sont que des mots, et on en arrive à avoir aujourd'hui une production qui mondialement se retrouve en utilisant des codes graphiques ou des codes narratifs qui ne sont pas forcément issus de la chapelle dont ils sont issus au départ. C'est-à-dire que des auteurs français peuvent tout à fait travailler aujourd'hui sur des ouvrages qui sont empreints d'une narration qui est propre aux comics pour un certain nombre de séquences, ou au manga, et inversement beaucoup d'auteurs américains ou travaillant pour le marché américain, hein, puisqu'il faut bien voir que beaucoup d'auteurs aujourd'hui qui travaillent sur le marché américain ne sont pas forcément des Américains. Oui. On a beaucoup d'Anglais, on a beaucoup de Sud-Américains, on a de plus en plus de Français aussi. Il faut s'en réjouir, des Espagnols, des Italiens. Bref, c'est un marché un peu international finalement, et chacun y amène un certain nombre de choses avec un style fusionnel, je dirais, en termes de narration.
Et puis c'est confirmé par le succès aussi que peuvent rencontrer, ne serait-ce qu'en France, des ouvrages qui sont issus de la production américaine. Depuis des années, on a travaillé. Guy Delcourt, le premier, avant même mon arrivée au sein de la structure, avait publié des comics américains en France à des formats d'albums, d'accord. Édition USA l'a fait également. Zenda l'avait fait encore avant. Urban s'y intéresse dorénavant. Nous aussi, avec Les Affamés du Crépuscule, qui a été une de nos beaux succès de cette année. J'en suis vraiment, vraiment ravi, parce que c'est une série qui me tient énormément à cœur. Et des auteurs aussi que j'apprécie particulièrement. Et puis on va poursuivre dans cette voie-là avec tout un catalogue auquel on a accès de manière exclusive, qui était le catalogue issu d'un éditeur qui s'appelle Distillery, qui a marqué d'ores et déjà un peu son territoire, à la fois par son format de publication, sa manière de distribuer les ouvrages, et puis ne serait-ce qu'au bout d'un an d'activité, remporte un premier Eisner, qui est celui de la meilleure série. On peut faire pire, en fait, comme démarrage. Clairement. 2024, c'est aussi la fin de la réédition en intégrale d'Invincible, une série qui à l'origine n'avait pas forcément trouvé son public, c'est ce que tu me disais en tout cas au mois de janvier. Oui, et puis on en revient un peu à ce qu'on disait avec Baltimore finalement, quoi. Et qui aujourd'hui a eu beaucoup plus de succès, notamment peut-être ou pas à cause ou grâce à la série animée. Disons que ça a été un amplificateur, à un moment donné. Tu es fier en tant qu'éditeur d'avoir, entre parenthèses, gagné ce combat, d'avoir fait redécouvrir cette série aux yeux de nombreux lecteurs et d'avoir mené finalement et d'avoir pris la responsabilité de mener cette réédition à son terme? Ah oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que je suis le premier extrêmement déçu lorsqu'on est obligé parfois, pour des raisons vraiment économiques, d'arrêter un certain nombre de séries. Alors c'est assez rare, je dois avouer, chez Delcourt, parce que j'insiste toujours pour qu'on puisse aller au bout à défaut d'une série complète, lorsque c'est une série fleuve, au moins je m'arrange toujours pour qu'on puisse s'arrêter à la fin d'un cycle de narration. Donner une porte de sortie satisfaisante en fait au lecteur. Il y a très très peu de séries qu'on a arrêtées en cours, faut être très honnête sur la quantité d'albums publiés. Donc ça oui, j'en suis fier, parce que ça fait écho vraiment, moi, à quelque chose qui est au cœur de mon métier, c'est le respect du lecteur en fait. À la fois lui présenter un ouvrage de qualité, alors ça passe par le travail qu'on peut faire sur le casting des traducteurs, des traductrices qui travaillent avec nous, l'attention portée à la relecture, l'attention portée à la fabrication des ouvrages. Mais d'un autre côté, il y a des moments où il n'est absolument pas possible de poursuivre. Là, avec Invincible, oui, on a tenu un peu à bout de bras la série lors de sa première publication, avec un succès modeste, commercialement parlant, mais qui était suffisant pour pouvoir poursuivre et l'amener à son terme. Et puis cette tentative de le présenter de manière différente il y a maintenant quelques années, puisqu'on a débuté la publication des 12 volumes de cette intégrale il y a quelques années. Mais c'est pas totalement fini, on poursuit à l'heure actuelle avec un certain nombre de spin-offs. On a commencé avec Brit, on a fait Les Gardiens du Globe. Là, on a Tech Jacket qui arrive également, qui fait partie de cette Invincible Universe, en fait, créée par Robert Kirkman. Sur quelle date ? Écoute, je l'ai pas en tête, il faudrait que j'ai sous les yeux. C'est fin 2024 ou plutôt 2025 ? C'est début 2025. Début 2025. Alors une intégrale qui sera proposée en 2 volumes, comme Les Gardiens du Globe en l'occurrence, qui sera suivie de Wolfman également, qu'on pourra enfin rééditer, puis aussi d'inédits. Il y en a encore au sein de l'univers d'Invincible. Je pense à la mini-série Capes, je pense aussi à Battle Beast, qui est en développement à l'heure actuelle aux États-Unis, écrit par Kirkman lui-même et dessiné par Ryan Otley. Bref, on n'a pas encore totalement terminé de vous présenter des récits liés à l'univers d'Invincible, et puis c'est plutôt bien, puisque ça sera aussi supporté par la continuation de la série télé tout à fait. sur Prime. Donc c'est chouette. C'est très bien. Mai 2024, c'est aussi l'édition spéciale anniversaire des 30 ans d'Hellboy. Une édition magnifique qui m'a personnellement fait découvrir Hellboy et que j'ai adoré. J'ai été assez dithyrambique sur ma critique. Un personnage et un univers que tu adores. Mais qui ne trouve pas forcément son public en France. Alors je sais qu'il y a de très grands fans avec qui je parle, notamment sur Instagram, de Hellboy, mais que ce soit pour Invincible lors de sa première parution ou d'Hellboy, est-ce que ces titres, ils ont du mal à exister pour une raison particulière ?
Ça, c'est pas forcément à moi de le dire parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. Maintenant, il faut relativiser. Je pense pas qu'on aurait développé un univers aussi important en nombre de publications si ça ne rencontrait pas un tant soit peu de succès. La série principale Hellboy, elle est pas loin d'une vingtaine de tomes aujourd'hui. Il y a eu des rééditions en format de luxe. On a tout un univers de spin-off et de séries dérivées qui existent derrière, BPRD entre autres. Witchfinder, Lobster Johnson. Alors on peut toujours nous rétorquer que oui, on n'est pas allé à la fin de la publication de ces récits. Mais enfin, là aussi, on a la chance d'avoir des récits qui peuvent, pour ce qui est de Lobster Johnson, Absapien ou Witchfinder, chaque album est indépendant et peut se lire de manière indépendante. Ce sont des récits complets à chaque fois. Alors après, pour ce qui est de Hellboy, oui, on a un décalage, mais ça, on l'observe assez fréquemment, en fait, entre le niveau de reconnaissance, le niveau de fame, on va dire, d'un personnage, que c'est le cas de Hellboy, et le niveau de succès commercial que peuvent rencontrer les publications. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? On peut avancer des tas d'explications. Alors ça peut aller du style graphique de Mike Mignola lui-même qui peut être clivant aux yeux de certains, tout à fait. parce que ça ne va pas être dans un certain nombre de canons qu'on va qualifier de séduisants, et je mets vraiment ça entre guillemets, parce que à mon sens Mike est un des auteurs, des narrateurs et des graphistes, des dessinateurs les plus incroyables que j'ai rencontrés depuis que je m'intéresse à la bande dessinée, donc ça fait maintenant un petit bout de temps. Mais derrière, je conçois aussi que la manière qu'il a de dessiner puisse ne pas rencontrer forcément un succès auprès d'un large public, moins que des dessinateurs à maison, un petit peu des clones. Moi, je regarde un petit peu ce qui se produit sur les séries principales aujourd'hui chez DC ou chez Marvel, et j'ai un peu l'impression parfois d'ouvrir des comics qui... alors, on est dans un registre purement de super-héros, hein, là, c'est clair, mais j'ai un peu l'impression, vraiment, c'est pas forcément une généralité systématique, mais d'avoir des dessinateurs interchangeables sans que le style s'en ressente énormément au niveau graphique. On est aujourd'hui sur une école un petit peu Jim Lee-esque chez DC en ce qui concerne les récits des personnages principaux. Ça peut être considéré comme quelque chose de passe-partout / séduisant auprès du public. Oui, Mignola l'est probablement moins, parce qu'il demande effectivement, il y a une exigence en fait graphique peut-être dans son travail qui ne rencontre pas un succès hyper large. Oui, tu l'as dit, il a un style très clivant. C'est vrai qu'il a cette particularité de dessiner un peu par forme géométrique, si je puis dire. Oui, c'est assez anguleux, oui, bien sûr. Mais enfin bon, ça plaît pas, c'est vrai, mais après l'univers est suffisamment riche pour, je pense que c'est tout à fait compensé par la qualité des récits en fait qu'il y a derrière. Alors moi personnellement, j'ai une énorme préférence presque même pour BPRD, l'univers de BPRD et les récits qui sont proposés. Après, on parlait tout à l'heure du niveau de reconnaissance qui est parfois dissocié du niveau de succès commercial, mais c'est vrai que Hellboy a fait l'objet de 4 films à ce jour, quoi. Plus des dessins animés, plus des jeux vidéo, bref, on a quelque chose qui a permis à la licence, appelons-la comme ça, même si ce n'en est pas une véritablement, de se déployer dans des registres qui sont autres que ceux seulement de la bande dessinée, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était une des choses sur lesquelles je voulais rebondir notamment, mais avec l'actualité cinéma d'Hellboy, qui est un peu bizarrement entre deux feux, c'est-à-dire que à la fois on attend un petit peu ce film, enfin moi je l'attends parce que j'avais été conquis par les premiers notamment, un peu moins par le dernier là qui était sorti, mais là bizarrement on se méfie parce qu'on sait pas trop, il n'y a pas tant d'actualité que ça. Non, mais c'est vrai qu'on est dans l'attente nous aussi d'informations. Moi j'ai pas de scoop à te donner sur les dates de sortie. Non mais vous auriez pu un peu, enfin ce film aurait pu permettre aussi de mettre en avant l'univers BD comme ça a été le cas pour Invincible. Oui, tout à fait. Et là, finalement, en fait, vous profitez pas du tout de cette opportunité qui pourrait hit and être miss, là. des fois, comme on dit. C'est-à-dire que parfois, effectivement, ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. On a eu la chance de bénéficier au sein du catalogue que j'ai le plaisir d'animer à plusieurs reprises, quand même, d'effets d'aubaine comme ça, parce que des personnages de BD ou de comics connaissaient une autre vie sur un autre support, sur un autre médium. On va pas reparler sans cesse de Walking Dead, mais ça a été quand même un exemple frappant, majeur. Umbrella Academy également, toute évidence. Et puis parfois il y a aussi des films et puis ça ne donne rien, quoi, ou des séries télé qui ne donnent rien. D'ailleurs une série télé est souvent un peu préférable, je dirais, dans sa durée et le fait de sa régularité de diffusion
à un film, d'accord. Moi, je suis le premier j'aurais, mais c'est pas à moi de le décider, bien sûr, mais j'aurais largement préféré, par exemple, bénéficier d'une série BPRD à la télévision ou sur une plateforme que de voir un deuxième reboot, finalement, au cinéma. Et à l'instar de beaucoup de films aujourd'hui adaptés de comics américains, notamment d'univers de super-héros ou associés, parce que ça c'est un long débat, est-ce que Hellboy est du super-héros ou pas? J'en suis pas convaincu. On est plutôt sur un anti-héros déjà de base. Oui, bien sûr, un anti-héros, et puis on est sur un registre qui est pas le registre traditionnel des super-héros, mais bon. Sincèrement, pour beaucoup d'adaptations aujourd'hui cinématographiques qui deviennent des produits de studio, Marvel en est la preuve, ce que fait DC également. Maintenant, j'en suis à attendre le résultat et à voir, en fait, parce que on est dans une ère aujourd'hui où certaines adaptations en fait multimédia se récoltent des tombereaux de commentaires négatifs. Truckloads of shit, comme disait Mike lui-même, parce qu'on parlait ensemble, on échangeait sur le précédent film en fait qui a vraiment été massacré par la critique, et on échangeait en off comme ça, et on tombait d'accord sur le fait que finalement ce film, il est peut-être pas effectivement à hauteur de ce qu'on pouvait attendre. Non, mais il n'était pas horrible. Après, mais il n'était pas aussi horrible que certaines personnes qui peut-être ne l'ont pas vu d'ailleurs, ont bien voulu le dire et le véhiculer. Bon, alors partant de là, on est on vit dans une société aujourd'hui où il est facile d'écrire et de raconter un peu n'importe quoi à l'abri d'un clavier. Faut remettre parfois un petit peu l'église au milieu du village, quoi. Et puis après, c'est jamais qu'un film, c'est une adaptation. On ne sauve pas des vies, on fait des comics. Le terme adaptation est important. Oui, absolument. Ouais, tout à fait. On était en mai, on arrive en juillet, où là il y aura une information qui va faire un peu trembler, entre parenthèses, le monde du comics. C'est cette entrée en négociation avec Editis pour l'acquisition du groupe Delcourt. Alors, est-ce que ce rapprochement n'a pour but qu'un engagement stratégique qui va permettre finalement d'assurer la poursuite du développement de Delcourt, et tout en gardant à Delcourt son identité. Concrètement, ma question, puisque moi je suis surtout le lecteur en fait de votre univers, de certains de vos univers, c'est concrètement pour un lecteur comme moi, qu'est-ce que ça changera? Est-ce que on a vu notamment certaines maisons d'édition se rapprocher d'autres maisons d'édition et avoir des prix qui augmentent en masse? Okay. Tu vois, c'est même pas un sujet qui nous avait effleuré en fait, parce que je vais répondre très clairement à ta question. Qu'est-ce que ça va changer? Mais strictement rien. D'accord. Ça va changer strictement rien. Et je me réfère à ça à la fois aux communiqués de presse qui ont été rédigés par la direction, par Guy en particulier. Moi, je collabore avec Guy depuis plus d'une vingtaine d'années. On apprend à lire entre les lignes. Ce qui a été dit dans le communiqué de presse contient à peu près toutes les informations dont on dispose et qui sont ce qu'elles sont. En l'occurrence, Guy arrive à un moment où l'actionnaire minoritaire de la société revendait ses parts au bout de 6 années de collaboration, ce qui est une logique implacable de ce genre de business. Lui, de son côté, n'a pas de repreneur au sein de sa famille, contrairement à ce qui peut se passer par exemple chez Glénat ou dans d'autres groupes, Gallimard ou autres. Donc, quelle est l'option qui peut rester effectivement sur la table? C'est celle de rentrer en négociation pour faire en sorte que ce qu'il a su créer en 40 ans d'existence perdure. D'accord. C'est son bébé, c'est sa société, il a commencé tout seul et aujourd'hui il est à la tête d'un groupe qui pèse plusieurs centaines de millions d'euros, qui emploie près de 150 personnes. C'est une très très belle réussite, je dirais, en termes de business. Donc, il s'avère que quand tu es face à ce genre de situation, tu fais le marché, enfin tu vois un petit peu ce qu'il y a à faire et comment ça peut être cédé. Le rapprochement s'est opéré avec Editis, mais c'est pas la première fois, puisqu'on a eu des collaborations par le passé sur certains projets, certains qui ont fonctionné commercialement, d'autres moins. Donc là, encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, puisque c'est vraiment un move de la direction là-dessus. Mais il y a une vraie logique, et plutôt une logique positive derrière, c'est que on se retrouve avec un groupe qui aujourd'hui ne possède pas réellement de société éditrice de bande dessinée. Donc, je crois qu'ils ont 404, si je dis pas de bêtises. Il y a Black River aussi, qui sont des petits labels effectivement comme ça, très respectables, mais il n'y a pas réellement une structure qui est entièrement dédiée à la bande dessinée en fait chez eux.
Donc, ils se sont avérés intéressés, ils se sont plu, et puis voilà, il y a un mariage qui est en préparation. C'est aussi simple que ça. Non, mais ma question est en fait, c'est une question vraie, inquiète d'un lecteur, parce que Non, je pense notamment à iComics, pour ne pas les citer, qui je crois s'est rapproché d'ailleurs d'un groupe, il me semble. C'est Brajlon, oui, qui a Brajlon. repris. Et là, les prix augmentent en flèche, en fait. Oui, alors je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet direct là-dessus, parce que l'augmentation des prix, c'est un sujet qui court depuis maintenant le post-Covid, en fait, depuis la Covid. On a été, nous, et c'était un des points qu'on avait abordé, je crois, ensemble. Oui, tout à fait. En disant que vous étiez assez régulier sur les prix au mois de janvier. Voilà. Là, on vient de réviser nos prix, certes à la hausse, mais pas de manière non plus colossale. On reste dans la partie basse du panier. C'est une vraie volonté de contrôler, encore une fois, au maximum les prix de vente. Mais ça rejoint des choses que j'ai déjà dites, je vais répéter, mais c'est aussi une question de respect du lecteur, et puis de ne pas forcément pousser un certain nombre d'ouvrages au-delà d'un prix raisonnable, quoi, tout simplement. On a sur un marché qui reste fragile. Il ne s'agit pas de le fragiliser encore plus en allant annoncer des prix complètement fous, quoi, en fait. Mais c'est vrai que fabriquer un bouquin, ça revient aujourd'hui plus cher qu'il y a 5 ans. Voilà. C'est une vraie réalité. Un peu plus de 5 ans maintenant, avant la Covid. Le prix du papier a augmenté, le prix de l'énergie a explosé. On en est les victimes aussi, plus qu'autre chose. Je dois avouer que le travail qui est opéré par le service fabrication avec lequel on collabore tous les jours ici, il est admirable, parce qu'il leur faut chercher des solutions au mieux pour qu'on ait des coûts de fabrication qui, eux, soient les plus réduits possibles, de manière à pouvoir maintenir des prix de vente qui soient raisonnables, pour que la marge dégagée continue à faire fonctionner la société. C'est aussi simple que ça, quoi. Mais non, il n'y a pas du tout d'inquiétude à avoir là-dessus. D'autant plus que l'identité de Delcourt est préservée entièrement là-dessus, que Guy reste à la tête de la société, et ce pour quelques années encore, de manière renouvelable, qui plus est. Maintenant, tout cela, moi, ça ne va pas du tout changer mon quotidien, au contraire, et c'est même plutôt positif dans la mesure où ça nous fait accéder à une structure qui a encore plus de pouvoir financier, une surface financière qui assure une stabilité pour l'avenir. Et je pense que ça, c'est un des objectifs principaux de Guy en vendant la structure à Editis. Et peut-être que ça va justement nous permettre de développer des choses en termes marketing, par exemple, auxquelles on n'avait pas forcément accès aujourd'hui, simplement de notre côté. Bon, donc ça pourrait potentiellement permettre de prendre peut-être des risques sur certaines séries, ou comme si on n'en prenait pas jusqu'à maintenant. Encore plus. Ouais, je pense qu'on a prouvé au fil des années qu'on savait en prendre. Et oui, alors après, il ne s'agit pas non plus. C'est pas la fête du slip. Non, mais bien sûr. Le portefeuille ne va pas forcément être ouvert de manière folle. On laisse ça aux copains en face. Non, il s'agit toujours d'être raisonnable dans nos choix, et d'essayer de faire des offres qui sont en regard de ce qu'on peut estimer que les ventes vont être. D'accord. On n'est jamais à l'abri d'un succès inattendu. L'exemple type, c'est Nice House on the Lake, qui atteint des niveaux de vente qui sont remarquables. Mais encore une fois, ça c'est ce qu'on s'était déjà dit, c'est-à-dire que dans l'histoire du comics en France, tu as Walking Dead, tu as The Nice House on the Lake aujourd'hui un album, deux albums, mais qui aujourd'hui produit une suite, mais qui a quand même rencontré un succès colossal. Bien sûr. Mais dans l'histoire d'une vie, mais c'est rien du tout. Et au regard surtout du nombre d'ouvrages publiés, quoi, d'accord. Mais après, des succès comme ça, oui, il y a eu le monstre de Barry Windsor Smith, aussi, tout à fait, qui fonctionne très bien. Après, on va pas faire de name dropping et de faire une liste des grands succès. On n'est pas là pour se regarder le nombril. On est là pour essayer de rechercher ce qui demain peut fonctionner. Encore une fois, un succès, ça se mesure pas forcément à la quantité d'exemplaires vendus. Ça se mesure à ce qu'on a été capable de déployer pour acquérir des droits. Ce qu'on a été capable de faire en termes de qualité de production, et puis derrière il y a un volume de vente. Alors parfois on peut avoir des succès vraiment remarquables lorsqu'on atteint 5 ou 6 000 exemplaires de vente. Ça peut sembler étonnant de le dire comme ça. Et puis on peut avoir un échec retentissant financièrement parlant si on en a vendu 20 000. Parce que s'il suffit de l'avoir acheté extrêmement cher, il y a beaucoup d'exemples. Glénat en est un aussi. Au cours de la dernière décennie, il y a eu des ouvrages qui ont été achetés à des niveaux de prix qui sont vraiment colossaux.
Urban aussi, nous aussi, on a parfois effectivement cru dans des ouvrages en achetant trop cher. Et puis bien sûr, c'est toujours trop cher à partir du moment où ça se vend pas. C'est tout le problème, quoi. Ok. On arrive au mois d'août, donc réédition de Lord Baltimore. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Non, on n'en parle jamais assez. C'était très bien. Je vous invite à aller sur ma vidéo. Voilà. Je sais que certaines personnes m'ont fait confiance et je les remercie. Moi aussi, merci beaucoup. Ils ont adoré. Donc, deuxième intégrale qui arrivera plutôt en début d'année 2025. L'univers est totalement clos pour Lord Baltimore. C'est fini. Oui et non, puisque aux États-Unis et chez Dark Horse, on a une série qui s'appelle Lady Baltimore qui existe aussi. Ok, c'est là où je voulais en venir. Parce qu'on m'a posé la question. Bien sûr, oui. Non, pour l'instant, il n'est pas question d'aller plus loin. Maintenant, on est, encore une fois, je le répète, jamais à l'abri d'un succès. Et puis, il s'avère que s'il y a un peu un appel d'air autour de ça, pourquoi pas l'envisager, quoi, effectivement. Mais en revanche, je préférerais à ce jour aller compléter ou reprendre des intégrales sur l'univers de Hellboy, plutôt que d'aller chercher Lady Baltimore, qui honnêtement graphiquement n'est pas à hauteur de ce que propose Ben Steinbeck sur Lord Baltimore. Alors Lord Baltimore étant, pour la petite histoire, un titre entièrement français. D'accord. À défaut d'être en français, puisque la série de romans initiale et la BD s'appelle Baltimore tout court, en fait, et on avait juste choisi de lordiser en fait ce Baltimore. Ce que je regrette, absolument pas, puisque ça permet justement de le différencier aussi d'une série de romans ou d'une adaptation de BD qu'on a fait chez nous, qui elle aussi s'appelait Baltimore. Enfin, bref, il y avait un doute, et puis Baltimore, ça évoque de toute façon tout de suite uniquement la ville, et puis la série de Wire, quoi, aussi. Delcourt, c'est environ 700 nouveautés par an, grosso modo, que ce soit autour de la BD, du comics, de manga, jeunesse, littérature. J'ai pas les chiffres exacts en tête, je vais être honnête. Tu m'avais dit donc au FIBD que on était plutôt sur 50 albums de comics en 2023, si on comptait pas, je crois, les rééditions. Oui, c'est ça. Non, si on comptait pas les réimpressions. Les réimpressions, pardon, excuse-moi. Une cinquantaine aussi en 2024. Un peu moins même. Un peu moins, c'est ça. Peu moins, et combien sont prévus en 2025 ? Tu m'as parlé en janvier, et là tu m'en as reparlé justement de faire un peu plus de sélection. Oui, on en est au même niveau, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner aujourd'hui, et puis il y a là aussi des appels d'air, c'est-à-dire qu'on a un nouveau catalogue qui intègre le catalogue Distillery que j'ai évoqué tout à l'heure, va nous permettre d'aller chercher. On a des fins de série aussi, donc non, ça se stabilise à l'heure actuelle autour d'une cinquantaine de sorties. Peut-être un petit peu moins, peut-être un petit peu plus en fonction du programme d'intégrale qu'on avait volontairement un petit peu baissé à un moment donné parce que l'accueil n'était pas au rendez-vous. Si on sent que l'appel d'air est là, que la demande du lectorat est là, oui, c'est des choses qu'on ajoutera au catalogue, le cas échéant. Ça demande toujours un petit peu moins de travail, on va dire, de bâtir une intégrale que de travailler sur un récit entièrement inédit. Donc, voilà. Depuis 2 ans maintenant, on sent de la part de plusieurs éditeurs l'envie d'aller flirter avec le lecteur BD franco-belge. On en a parlé notamment avec The Nice House on the Lake, qui est l'exemple type. Ce qui en un sens était ce qui se faisait déjà à une certaine époque où le comics était proposé en offre BD, largement, je crois. Est-ce que c'est une direction, une envie, quelque chose qui a été envisagé de la part de Delcourt, qui arriverait peut-être en 2025 ? C'est déjà le cas, la preuve, Les Affamés du Crépuscule, mais si on remonte dans l'histoire, Nice House on the Lake est loin d'être sont loin d'être les premiers en fait à le faire. Oui, on est d'accord. On a évoqué Zenda, on a évoqué tous ces gens édition USA qui l'ont fait bien avant nous, Futuropolis, ce genre de choses. Guy Delcourt lui-même, dans ses tout premiers albums, je sais pas, de tête, j'ai Marada la Louve en tête, de Claremont et Bolton. Qui était un des tout premiers albums publiés par les éditions Delcourt, qui était un format album franco-belge traditionnel. Donc on réinvente pas la roue, quoi. D'accord. C'est juste que là aujourd'hui, on sent qu'il y a une forme de résistance qui s'opère du côté de la distribution de certains libraires, je dis pas tous. Dès qu'ils entendent le mot comics, il y a un phénomène il y a un freinage qui se met en place automatiquement. Et puis une fois de plus, moi, c'est un combat entre guillemets depuis longtemps, mais
Comics égale super-héros, c'est ce qu'on continue à entendre énormément, beaucoup, alors qu'on publie nous tellement peu de super-héros et beaucoup d'autres genres, et il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas ces genres-là dans des formats différents. Oui. Mais les Américains le comprennent aussi, hein, je reprends l'exemple de Distillery ou même d'ouvrages publiés chez Image ou chez Dark Horse. On a, par exemple, au cours du premier semestre 2025, un ouvrage signé Matt Kine et Dave McDade qui va s'appeler « Si vous lisez ceci, je suis déjà morte », qui sort de chez Dark Horse et qui est dans un format album aussi. Donc là, on ne va pas aller tripoter le format pour le faire rentrer dans un format comics. On va tout simplement le proposer dans un format album cartonné aussi. Et les titres Distillery, à commencer par Somna, donc qui a remporté un Eisner de la meilleure série qui sort dès le mois de novembre ici en France. On va avoir Gone également de Joke qui arrive en janvier. On va avoir Spectrograph qui est très très attendu visiblement. On a d'ores et déjà beaucoup d'attentes autour de ça. C'est la prochaine œuvre de James Tynion IV et Christian Ward. Et puis on a du Azzarello plus Risso sur un western bien crade qui va bien, qui va s'appeler La Balade des Frères Blood, tout un programme qui arrivera aussi courant du deuxième trimestre 2025. Et là il y a pas mal de choses aussi à venir, bien sûr issues de Distillery pour le marché français. On voit de plus en plus de formats de poche à moindre coût, des offres de lancement aussi à 10 € pour le lecteur, des offres découvertes, dans le but peut-être de flirter avec le lectorat manga ou peut-être tout simplement d'attirer le lecteur avec des prix moindres. Ou d'aller faire les poches des lecteurs, c'est ce que je m'amusais à dire depuis longtemps. Est-ce que c'est quelque chose qui va être envisagé, ces espèces d'offres de lancement ou ces formats un peu plus pocket, un peu plus passe-partout, même si je connais plus ou moins la réponse en réalité, mais je préfère te l'entendre dire. C'est une question rhétorique, puisque j'ai déjà en partie répondu, donc absolument pas, monsieur. Voilà. non, du tout. Du tout, c'est pas du tout notre stratégie. On n'a pas aujourd'hui le catalogue qui permettrait de le faire de manière, on va dire, massive. Contrairement à des univers de super-héros hyper étendus avec pléthore de matériel disponible à la réédition. Non, on va continuer sur notre offre qualitative en apportant l'attention qui convient à chaque bouquin. C'est pas du tout dans notre stratégie d'aller inonder le marché, on va dire grand public, avec des œuvres qui n'auraient pas, à l'exception peut-être notable de Walking Dead une fois de plus, et peut-être d'Invincible, qui n'auraient pas l'audience que peuvent atteindre d'autres licences qui sont surmarketées par ailleurs. Je pense à Marvel et DC en l'occurrence, mais non, on n'a plus Star Wars volontairement d'ailleurs, je le répète, mais c'est pas du tout quelque chose c'est pas une direction qu'on souhaite emprunter. Voilà. Tu parlais tout à l'heure du mot comics qui fait sursauter certains libraires. Je le constate moi-même en tant que lecteur. Déjà, j'ai pas beaucoup de librairies à proximité de chez moi. J'en ai pas du tout. Enfin, en réalité, c'est 80 km. Sur Bordeaux, peut-être, oui. Ouais, moi, c'est Bordeaux, c'est 1h30. Donc après, c'est La Rochelle, 80 km. J'ai un espace culturel Leclerc qui n'a même pas les dernières nouveautés. C'est terrible. Ça fait partie de cette stratégie d'avoir des couvertures en partenariat comme vous avez pu avoir avec Momi pour Hellboy. Momi, Pulps, le Comptoir des Rêves, il y en a beaucoup. C'est une idée stratégique aussi pour attirer des lecteurs sur certaines séries, ou c'est plutôt une envie de collaboration avec des libraires c'est plutôt ça, parce qu'une envie d'attirer du monde, finalement on va attirer un lectorat qui est déjà ciblé, en fait, celui des lecteurs et des amateurs de comics qui connaissent déjà effectivement une partie de la production. Non, on répond vraiment à une demande qui émane du réseau. Ça s'établit sur la confiance, la souplesse de mettre en place des opérations comme ça. Le relationnel qu'on peut avoir avec les éditeurs américains ou les auteurs nous permet effectivement de bâtir assez aisément ce genre d'opération. C'est pas quelque chose auquel on était ouvert il y a encore 2 ou 3 ans. Et puis on a senti qu'il y avait une vraie demande de s'investir de la part de partenaires du réseau. J'en ai cité quelques-uns là, mais je pourrais citer aussi Bulle en Stock à Amiens, je pourrais citer Central Comics à Paris, enfin bref, la liste est assez longue. Comic Zone à Lyon également. On a un certain nombre
de libraires spécialisés comics qui se sont regroupés Oui. sous le label rigolo de CSA. Donc c'est pas du tout un label de censure, mais c'est Comic Shop Assemble. Et je les salue vraiment tous parce que ils nous font confiance et on arrive à collaborer avec eux pour proposer des éditions rares, entre guillemets, collector. Ça fait toujours plaisir de proposer finalement une couverture variante, voire un petit cahier supplémentaire, et de participer à l'exposition supplémentaire d'un ouvrage auquel on croit, quoi. Donc, on l'a fait beaucoup avec Pulse sur Spawn au moment du lancement des nouvelles séries. On a été suivi dans pas mal de registres par plusieurs labels, plusieurs partenaires de libraires. Et puis là, on sent qu'il y a une vraie volonté aussi de venir collaborer avec nous. On a des demandes, maintenant, sur Distillery notamment. Oui, si je dis pas de bêtises, il y a eu Hellboy, il y a eu Là où gisait le corps en couverture alternative. Oui, tout à fait. Il y a des couvertures qui sont prévues comme ça en alternative pour 2025 sur certains titres. Bien sûr, d'ores et déjà, sur l'ensemble du catalogue Distillery, là par exemple. Il y aura une version. Pulps va systématiquement tout au long de l'année 2025 proposer des couvertures variantes sur chacune des sorties Distillery. Le comptoir du rêve également sur Spectrograph à Toulouse. On a pas mal de choses sous le coude. Comics Assemble également, le regroupement de libraires dont je parlais tout à l'heure, avec lesquels on va travailler probablement sur le prochain Brubaker Phillips. Voilà. Donc on voit bien qu'on va toucher un lectorat et des libraires qui s'intéressent vraiment au contenu de l'œuvre et pas forcément seulement à des licences pré-marketées, quoi. Donc ça, c'est plutôt sympa, plutôt intéressant, au contraire. Vous avez chez Delcourt des auteurs chouchous. Tu viens de dire notamment Ed Brubaker. Je pense à Scott Snyder aussi. Kirkman. Oui, on a travaillé avec lui, Kirkman, Mignola, Powell, Terry Moore. C'est quoi les actualités autour de ces auteurs-là en 2025 finalement ? Même si tu en as déjà dit quelques-unes. Oui, en 2025, on va... Alors, dès fin 2024, je vais commencer avec ça, puisque on a par exemple un chouette collectif mis sur pied par Eric Powell, qui va s'appeler Petit Conte Macabre. J'ai vu passer ça qui va dans mes actus. James Harren, Becky Cloonan, Eric Powell et Mike Mignola. Rien que ça, excusez-moi du peu. C'est un petit recueil de contes horrifiques là, sur la fin d'année qui va arriver juste à temps pour... Un peu Tales from the Crypt finalement. Oui, alors dans un esprit qui est plutôt les contes de Noël en fait. D'accord. Un petit peu, mais qu'on va présenter au moment entre Halloween et Noël en fait. Finalement, ça va être bien. C'est super beau. Voilà, c'est l'adaptation de Four Gathered Around Christmas Eve, on Christmas Eve. Je crois que c'est un ouvrage qui est sorti chez Dark Horse. On fête le 25e anniversaire de The Goon cette année, donc on poursuit notre programme intégral autour. Donc Eric Powell n'est jamais loin de nos envies. Il y a une nouvelle série chez Dark Horse qui est le développement entier d'un nouvel univers conjointement par Ben Steinbeck et Mike Mignola, qui a d'ores et déjà été annoncé, donc c'est pas une surprise, annoncé aux États-Unis, j'entends, qui s'appelle Bowling with Corpses. Et Mike s'éclate complètement à travailler là-dessus, et ça c'est effectivement quelque chose qui va arriver chez Delcourt, donc j'en suis super heureux. Scott Snyder, Scott Snyder, il arrive aussi un petit peu par la porte Distillery, puisqu'il y a des ouvrages, au moins 2 qui sont prévus. Brubaker Phillips, ça va être une très grande année, puisque la série télé criminale sur J'avais noté la série, est en tournage, avec en plus un casting de Royal. On a Emilia Clarke, entre autres, qui a rejoint le casting. Enfin, il y a du très très beau monde dessus. Et puis Brubaker, qui est hyper impliqué dans l'écriture de la série et qui est producteur exécutif. Donc une attention particulière qui va être portée sur l'adaptation de cette série. Et du coup, j'avais une question par rapport à cette actualité-là de la série Criminal. Est-ce qu'il y a des choses à attendre de ce côté-là par rapport au fait que la série sorte, je suppose qu'elle sort en 2025, 2026, non? On n'a pas de date pour l'instant. Tout comme on n'a pas de date pour le Hellboy tout à fait. au cinéma. Il y a un Spawn aussi, je crois, qui s'appellera King Spawn, qui a été renommé King Spawn là au cinéma, qu'on attend aussi. Oui, c'est un peu l'Arlésienne là. On attend, on attend plein de choses. On attend plein de choses, oui, c'est bien. Est-ce qu'il y a des actualités ou des choses à attendre? Je sais pas, des covers alternatives, des réimpressions, rééditions. Il est évident qu'on va faire notre travail d'éditeur et que
lorsqu'on a la chance d'avoir ce type d'actualité multimédia, Oui. on essaie de ne pas trop passer à côté de ce qui peut être diffusé comme information pour assurer la promotion du matériel d'origine, des séries qu'on publie des fois depuis 25 ans, quoi. Oui, oui. Ça serait criminel, sans jeu de mots, de passer à côté. Mais oui, alors il y a aussi, bien sûr, dans ce registre-là, hein, ça me vient en tête juste pour en parler, on va ressortir un album qui s'appelle Hellboy, l'homme tordu, et le retour de Elfie Cobb, qui certes est une réédition de récits déjà existants, mais qui est là pour accompagner le Hellboy à la sortie au cinéma ou pas, hein, tant que j'ai pas de date, on ne sait pas. Est-ce que ça sera une sortie sur plateforme? Il semblerait que ça soit le cas, par exemple au Canada, ils sortent en VOD, voilà, et pas forcément en salle. Maintenant pour la France, aucune information à ce sujet-là. Ouais. De la même manière qu'on accompagne les diffusions et les dates de diffusion de Invincible sur Prime Video, bah oui. La série, elle est présente et elle est remarquée de ce côté-là. Criminal, je sais que Ed et Sean sont en train de travailler sur un nouvel opus Criminal. Et puis on est fin prêt, puisqu'on a d'ores et déjà trois très belles intégrales, plus Un été cruel, plus cet ouvrage à venir. Bref, on va avoir une belle offre autour de Criminal, et puis je fais confiance à la collaboration qu'on peut mener en interne avec notre service marketing pour mettre ça en avant de formelle manière. Voilà. Oui. On parle d'Hellboy depuis tout à l'heure. Il y a une question qui est revenue de façon récurrente suite à ma vidéo. C'est que l'édition anniversaire regroupe notamment le premier tome d'Hellboy et diverses histoires tout un tas d'histoires courtes, histoires courtes qui viennent alimenter l'univers. Si on veut garder cette édition de 30 ans et continuer cet univers, est-ce qu'on doit partir sur les tomes simples ou est-ce qu'on doit partir sur les tomes de luxe, sachant qu'il me semble que les tomes de luxe, le premier est en rupture? Il est en rupture, mais il est en cours de réimpression. Donc voilà, ça répond peut-être à une des questions. Mais je l'ai eu sur les forums également. Hein. C'est des questions qui sont posées, c'est généralement moi qui y réponds. Donc l'information, elle n'est pas bidonnée. Voilà. Et puis derrière, moi j'aurais tendance à dire poursuivez après ce tome 1, qui est les germes de la destruction, qui marque les origines du personnage. C'est avec la série qu'il faut continuer, puisqu'elle est constamment présentée et disponible, d'accord, et réimprimée régulièrement lorsqu'un tome est épuisé. Elle continue à être enrichie de nouveaux tomes, puisqu'on a un tome 19 qui vient de sortir et un tome 20 qui est prévu pour 2025. Qui va être écrit entièrement par Mike Mignola et dessiné par Duncan Fegredo. Donc ça, c'est un de mes petits chouchous aussi. J'adore le travail qu'il a opéré en collaboration avec Mike sur Hellboy, et qui va être Giant Robot Hellboy. Voilà. Il y a 2 séries limitées de 3, une qui est en cours de préparation et une qui est déjà publiée. Donc ça fera un 20e tome très très joli à suivre. Et puis derrière, on va probablement réenclencher la réédition au format intégral de BPRD l'Enfer sur Terre, parce qu'on sent qu'il y a une demande de ce côté-là. Et du coup, je garde en tant que lecteur mon intégrale édition de 30 ans. Oui, c'est une je continue avec les éditions simples. Par contre, je risque d'avoir des répétitions sur certaines histoires courtes présentes dans d'autres tomes. Oui, absolument. Ouais, mais ça, je l'assume complètement, mais parce qu'on en a discuté avec Mike. Cette édition 30e anniversaire, elle n'existe pas sous cette forme-là aux États-Unis. Nous, on a voulu faire quelque chose d'un peu particulier, au même titre qu'on avait fait 2 ans auparavant une édition 30e anniversaire de Spawn. Et en discutant avec Mike, l'idée c'était qu'on puisse saisir l'essence du personnage depuis ses origines. Et lui-même est le premier à dire, quand je commence une collaboration avec des gens sur des récits, par exemple dans Hellboy et BPRD, qui est une série dérivée, je leur conseille juste de lire les histoires courtes, parce que c'est vraiment ce qui renferme le cœur du personnage, et ce qu'il représente vraiment, la manière dont il fonctionne, dont il bouge, dont il parle. Et je me suis dit, c'est plutôt un angle intéressant, que de pouvoir présenter ça aux lecteurs français, à la fois pour en faire un album collector pour les gens qui veulent avoir cette édition 30e anniversaire, qui a d'ailleurs fait l'objet avec Momi d'une couverture variante. Oui, tout à fait. Et puis pour les nouveaux lecteurs, s'ils veulent découvrir le personnage, c'est un point d'entrée idéal, quoi. Ok. Ça a été le cas pour moi, effectivement. Depuis quelques années, Delcourt s'affaire à regrouper les histoires en intégrale.
C'est le cas notamment donc, de Lord Baltimore, on l'a dit, en 2 intégrales. The Goon, tu l'as parlé, donc là on en est à la 4e, 5e je crois. Le 4 vient de sortir 4. Et le 5e est programmé pour mars. Voilà. 2025. Invincible, Criminal. Est-ce que des nouvelles intégrales sont prévues pour certains titres en 2025 ? Alors, moi qui suis fan de Outcast, j'aurais pensé à Outcast notamment, mais peut-être qu'il y en aurait d'autres. Alors Outcast, non, il n'y a rien de prévu pour l'instant sur Outcast, parce que d'une part on est d'ores et déjà dans un format prestige, un format un peu agrandi, oui. Et puis c'est une série limitée assez courte, on est à 8 tomes, ouais. Firepower va se boucler en 6 tomes également. C'est des ouvrages qui font déjà tous entre 150, je ne parle pas des paginations exactes au niveau technique, mais entre 150 et 200 pages. Ouais. À partir du moment où on continue à proposer et à rester avec des tomes, chaque tome disponible et qui sont réimprimés, j'ai pas de raison de le faire majeur, pas particulièrement. Il n'y a pas d'actualité non plus qui pourrait le justifier. C'est-à-dire que Outcast a eu sa chance avec une série avortée sur 2 saisons, je crois. Ouais, c'est ça, une deuxième saison qui en plus a été très clivante. Ouais, j'avais vu la première, effectivement, j'avais adoré. Qui était géniale, qui était vraiment super bien. Et là, malheureusement, la plateforme disparaît. Voilà, bon, on voulait racheter. Enfin bref, c'est un changement. Non, il n'y a pas pour l'instant autre chose que ça. Je préfère, une fois de plus, je reviens à ce que j'évoquais. J'aime bien faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et BPRD, l'Enfer sur Terre, on avait mis en hiatus le projet de publication en intégrale de ça, mais alors on sent que tous les tomes sont plus disponibles de cette série. C'est une série qui vraiment raconte la suite de BPRD qui elle reste disponible en intégrale. Il y aura aussi un BPRD Origine en intégrale qui va être proposé. Intéressant. Et puis voilà, ça fait pas mal de petites choses sympas encore à venir, mais puis je vais en garder un petit peu sous le coude quand même, on va pas tout annoncer tout de suite. Bien évidemment. Ouais. On a parlé beaucoup des titres à venir en 2025, du coup des nouveautés au catalogue, les rééditions. Est-ce que je voulais revenir encore une fois sur les réimpressions qui sont faites en fonction des besoins et parfois malheureusement ces besoins sont insuffisants, la demande est insuffisante aussi. Est-ce que des réimpressions sont prévues? Donc tu en as parlé un petit peu pour BPRD, excuse-moi. Hellboy, Histoire bizarre. Je crois que c'est un titre qui est... Oui, c'est un titre assez ancien et qui est épuisé depuis maintenant pas mal de temps. Ouais. Alors j'avais aussi ce projet-là de regrouper sous forme d'une intégrale les 3 volumes ou des petits récits effectivement de cet ordre-là. C'est pas forcément à l'heure du jour parce que c'est pas prioritaire. Oui, parce qu'il y a pas demandé sûrement. C'est beaucoup moins demandé que le reste. Ouais. Alors quand on voit les niveaux de vente aujourd'hui même de BPRD, il n'y a pas de quoi s'enflammer, quoi. Donc on essaie de faire les choses pour qu'elles restent rendables. Faut savoir aussi une chose, c'est que parfois réimprimer un titre, je ne parle pas de le rééditer seulement, mais de le réimprimer, c'est le meilleur moyen de perdre toute la marge qu'on peut avoir acquise sur une première édition. Parce que réimprimer, ça veut dire imprimer une quantité beaucoup moins importante. Et à l'heure actuelle, mais de tout temps, de toute façon, ça revient extrêmement cher parce que quand on imprime, il y a ce qu'on appelle des frais techniques et ces frais techniques, ils doivent être divisés dans le nombre d'exemplaires que l'on réimprime. Alors lorsqu'on lance une réimpression à 800, 1000, 1200 exemplaires, c'est vraiment très très peu et ça revient extrêmement cher. Et là, effectivement, la marge, elle en prend un sacré coup. Ok. Et donc j'avais la première intégrale de luxe, mais donc tu as annoncé qu'elle serait oui, tout à fait, elle est en cours de réimpression. C'est quoi la série qui s'est le plus vendue aujourd'hui, enfin la série ou le titre qui s'est le plus vendu en 2024 chez Delcourt en partie comics, BD Invincible. Sans trop d'hésitation. Walking Dead continue à se vendre de manière régulière. Invincible qui a connu d'ailleurs une rupture à un moment sur un titre, sur le tome 5-6 peut-être. Oui, après des ruptures qui durent quelques semaines, je crois qu'il faut arriver à les accepter. C'est le temps technique des fois de réimprimer, quoi. Donc, mais c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Alors après, encore une fois, c'est pour bien expliquer les choses, c'est parfois très bon signe parce que ça veut dire que c'est parti. Et puis parfois, ça peut être un très mauvais signe. Ça veut dire qu'on n'a pas su anticiper la demande. D'accord. Donc on n'a pas assez imprimé. Et donc devoir réimprimer, effectivement, alors ça a été un très bon signe, par exemple, de voir Les Affamés du Crépuscule épuisés, parce qu'il a fallu réimprimer, et depuis fin août, Les Affamés du Crépuscule tome 1 est à nouveau disponible. Et il y a eu pendant 2-3 semaines, effectivement, le tome, on ne pouvait plus le commander parce qu'il n'était plus disponible. Moi, je suis ravi de ça, parce qu'on avait fait un premier tirage qui était déjà assez conséquent.
Il a été épuisé et là on continue effectivement à proposer le titre et il reste disponible, ça c'est très bien. Et puis parfois, oui, on se plante, on va surimprimer, parfois on sous-imprime, ça fait partie du jeu, ça c'est le métier de l'édition, quoi. On essaie d'estimer au mieux un tirage pour ne pas avoir à réimprimer trop vite. Et puis parfois on se retrouve avec des stocks sur les bras. Il faut bien savoir là aussi que stocker, c'est un des coûts les plus colossaux qu'on peut connaître dans le domaine de l'édition, quoi. Donc, on a beaucoup parlé d'Hellboy, on n'a pas beaucoup parlé de Spawn. J'ai vu récemment au catalogue, il me semble, un nouveau tome 1. Oui, absolument. C'est-à-dire que là il s'agit d'une réédition. Réédition. Alors, très rapidement, une réédition, c'est le fait de proposer un contenu identique mais légèrement différent, d'accord, ou un peu complété. Lorsque le tome 1 des archives de Spawn était épuisé, on a fait, je ne sais plus, on en est à la 8 ou 9e édition de ce tome 1 de Spawn depuis maintenant des années. Je me suis retrouvé face à un dilemme qui n'est pas vraiment en fait, mais c'était soit je réimprimais tel quel ce tome 1 et puis il était à nouveau disponible, soit je faisais disparaître cette référence du catalogue et je le remplaçais en le rééditant de manière à pouvoir y incorporer les 2 épisodes qui à l'origine n'étaient pas disponibles. Ces 2 épisodes, c'était les épisodes scénarisés respectivement par Neil Gaiman et Dave Sim. Les raisons pour lesquelles ces épisodes à l'époque n'étaient pas disponibles, c'est parce qu'il y avait un procès en cours entre les auteurs, ou un désaccord à défaut d'un procès entre les auteurs, entre McFarlane et puis ces 2 autres créateurs. Le malentendu s'étant dissipé, ces épisodes sont à nouveau disponibles. C'est bien sûr ce qui nous a permis, dans le Spawn 30e anniversaire, de présenter l'intégralité des épisodes, y compris ces 2-là, ceux de Dave Sim et de Neil Gaiman. Donc, au moment de remettre en place ou de ressortir ce tome 1, j'ai préféré faire une réédition en y incorporant les 2 tomes. Alors, voilà, c'est comme ça. Dorénavant, la série est vraiment entièrement complète avec un nouveau tome 1, une réédition et non pas une simple réimpression. Désolé. On joue sur les termes techniques, mais c'est important. Oui, mais c'est important en l'occurrence. Là, voilà, et puis pour la petite anecdote, la reprise de la couverture d'origine du tome 1, voilà, avec sa colorisation par Ken Stacy. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de beau en 2025 si ce n'est un succès pour chaque album ? Ça, c'est le rêve de tout éditeur, mais non, de continuer à travailler avec la confiance des auteurs et des éditeurs qui nous font confiance jusqu'à maintenant. Ça semble très bien parti. Et puis allez, je vais vous lâcher quand même 1 ou 2 petits scoops pour l'année 2025. Là, on vient de signer un album qui va s'appeler 1949. Qui sort de chez Image Comics et qui est un autre de mes chouchous, mais qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Il a un petit peu travaillé chez Dark Horse sur Star Wars pour commencer, puis avec Hickman chez Marvel. Il s'agit de Dustin Weaver, qui est un des plus grands dessinateurs que j'ai vu depuis 10 ans se pointer. Il y aura le tome 2 de Ultra Mega de James Harren. Oui, également. alors ça c'est vrai que c'est l'actualité que j'attendais. Ça c'est chouette, enfin. Voilà, James Harren, mais qui va être aussi un peu présent dans le collectif horrifique de Powell que j'évoquais tout à l'heure, un petit conte macabre. Et puis on a également signé un western sublime, magnifique, qui est piloté au dessin notamment, à la peinture par Jeff Jones, J.J. Jones, qui s'appelle Dust to Dust, voilà, qui est un ouvrage qui a à peine été annoncé déjà, mais bon, c'est notre travail que d'être un peu au courant à l'avance de tout ça. Et puis, pour ceux qui suivent un petit peu le contenu Distillery, vous êtes au courant de choses qui peuvent arriver et que vous verrez assurément chez Delcourt, quoi. Donc, très très belle série, ouais. Ultra Mega, on est sur un tome 2 qui clôt la série ou on peut en attendre d'autres derrière, tu sais pas ? Vu le temps déjà qu'il a mis à produire le tome 2, on va attendre qu'il soit là, on va le publier et puis on verra bien ce que ça dit ensuite. Mais très honnêtement, j'en ai pas d'idée, j'ai pas idée aujourd'hui. Ouais. Il y avait une cover exclusive, il me semble, pour on avait fait ça avec le réseau Pulps, absolument. Pareil pour le tome 2 ? Pas encore décidé, mais voilà, on est ouvert à toute proposition. Donc, non, il y a des grandes chances que ça se fasse. Mais c'est vrai que James Harren fait partie de ces auteurs de la nouvelle génération que moi je suis particulièrement depuis ses premiers travaux avec Mike Mignola, d'ailleurs, sur BPRD. Tu as eu en 2024 aussi Dom Zemol,
Oui. De Simon Spurrier qui ressemble, tout est relatif, mais qu'on peut comparer à du Hellblazer. C'est carrément en fait des récits qu'il n'a pas pu développer sur Hellblazer et qu'il est venu proposer chez Boom avec Charlie Adler. Non, ça s'est bien passé aussi sur cette série-là. C'est vraiment moi ce que j'aime en fait, c'est horrifique, c'est bold, ça va très loin. C'est clivant. Oui, bien sûr que c'est clivant, mais au moins ça s'assume totalement quoi en fait. Et on a un diptyque qui est vraiment assez exceptionnel. Donc je suis ravi. On retrouvera très probablement Charlie aussi au catalogue, Charlie Adler au catalogue Delcourt en cours en 2025. Il y a des choses qui sont en cours de développement. Voilà, donc, voilà. J'ai envie de parler d'un autre titre que j'ai pas noté moi dans ma feuille, mais pour lequel j'ai été conquis, que tu as développé en 3 tomes. Alors j'avais un peu râlé en tant que lecteur à l'époque, notamment sur le prix de l'album qui était un peu élevé par rapport à la pagination. C'est Scurry. Ouais. Scurry que j'avais adoré, 3 tomes, et je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a eu une annonce d'une suite ou de quelque chose. Oui, absolument. Ouais, Scurry, là aussi, on surveille, on laisse Max Smith, l'auteur, travailler tranquillement. Si ça doit être publié, ça sera chez Skybound. Donc, il y a de grandes chances que ça soit chez Delcourt. C'est notre manière de le dire, mais oui, bien sûr. C'était une très beau récit Oui, post-apocalyptique, animalier, qui développait en fait. Moi, j'aimais beaucoup la vision encore une fois de voir par le prisme des animaux comment ils vivraient cet apocalypse, quoi. Ah oui, complètement. Oui. Non, c'était sublimement dessiné. Très numérique, par contre, il me semble, si je dis pas de bien sûr. bêtises. Oui, il travaille. C'est un type qui vient de l'animation, qui travaille dans l'animation, donc il a fait ça presque on the side, quoi, enfin sur son temps libre. Donc c'est aussi ce qui explique que la suite de cette saga va mettre du temps, mais encore une fois, Rome s'est pas bâti en un jour, et puis la qualité, ça demande du temps. Hein. On peut pas produire constamment 22 pages par mois avec ce niveau de qualité-là, c'est pas possible. Ouais. Bon, il y aura aussi du Terry Moore en 2025, ça aussi on peut le dire. D'accord. Parce que c'est un auteur qui nous suit et que j'aime particulièrement et qui continue à nous surprendre de fort belles manière. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Oui, il y a Icos également chez Aspen qui va arriver enfin, une des créations de Michael Turner qui n'avait jamais connu de développement. Plein de bonnes surprises en fait, mais je peux pas tout dévoiler encore. Non, mais bien sûr. J'ai pas envie. Bon, on se reverra à ce moment-là d'ici quelques mois pour aborder la deuxième partie du catalogue. Tout à fait, avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut te souhaiter un prix pour un album en particulier en 2025 qui a été publié en 2024 ? Est-ce que toi, tu aimerais qu'un album qui a été publié en 2024 soit récompensé notamment ? Oui, bien sûr. Maintenant, je cours pas après les prix. Bien sûr, on est d'accord. Non, du tout. J'étais en train de me mordre la langue parce que on a une annonce à sortir, mais je laisse nos attachés de presse en parler un peu plus tard, quand ça sera vraiment le moment. Je crois, moi j'avais adoré Chroma typiquement. Oui, bien sûr. Qui a été un coup de cœur. Oui, et puis on en a discuté avec Lorenzo, son prochain projet, une fois qu'il aura bouclé Void, qu'il réalise avec Robert Kirkman sur l'Energon Universe, là, avec Transformers, G.I. Joe et compagnie, bonne chance. Non, c'est sympa toujours de voir du Lorenzo, mais honnêtement, c'est pas au niveau de ce qu'il a pu faire avec le cœur et son talent sur Chroma. Et il a hâte de revenir à quelque chose de plus personnel. Et ça lui réussit bien. Ah, mais carrément, oui, c'est vraiment pour moi. Fait partie de ces albums on aimerait voir plus que gagner un prix. Moi, c'est des albums que j'aimerais voir entre les mains de tout le monde, de tout lecteur, parce que quand on tombe en amour d'un ouvrage tel que celui-ci, on a envie de le partager, quoi. Oui, bien sûr. Voilà. Merci Thierry Avec d'avoir grand plaisir. répondu à toutes ces questions, de m'avoir laissé cette opportunité de t'interviewer dans les bureaux et d'avoir quelques exclus, des informations exclusives. Tu baignes dans le jus là. Non mais c'est très bien, et puis c'est très beau, et puis je suis impressionné par la quantité de titres EVF et VO qu'il y a dans ton bureau. C'est du matériel pour travailler. Voilà, merci beaucoup. Moi je vais repartir du côté de La Rochelle. À très vite. Très très vite aussi, oui, bien sûr. Je te souhaite une bonne fin d'année 2024. Pareil. Puis au plaisir de se revoir au FIBD l'année prochaine. Avec plaisir, sans problème. Merci Thierry. Merci à toi, merci à vous tous.